Si on est prêt, on va commencer à parler du corps des hommes. Et je vais essayer de parler lentement. Alors, juste avant, il était question du fait que le corps des hommes soit déjà érotisé et que du coup, j'ai pas vraiment besoin de faire cette conférence et je peux rentrer directement à l'hôtel. Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit juste avant. Effectivement, je conviens tout à fait du fait qu'il peut être très bizarre de faire en 2023 une conférence sur le fait qu'on manque d'érotisation du corps masculin. Parce qu'on pourrait se dire que ça fait déjà 40 ans qu'on a des Chippendales, parce qu'on fait cette conférence à Athènes où on sait que le nu masculin a absolument prédominé, parce que si on regarde Netflix, on sait que à chaque fois qu'il y a du full frontal masculin, eh ben ça va faire les gros titres. Et pourtant, c'est pas parce qu'on voit des nus masculins et des nus peut-être aussi athlétiques que ceux des X-Men ou des héros des films, que ce sont des nus érotiques. Et c'est pas parce qu'il y a des nus érotiques qui sont forcément érotisés par des femmes. Et moi, j'ai vraiment envie ce soir de parler des corps érotisés par les femmes hétéros, parce qu'il me semble qu'il y a un énorme différentiel entre le nombre de nus masculins qu'on peut voir et le nombre de femmes qui désirent le corps des hommes, que j'évalue à 97% des femmes. Et la manière dont j'atteins ce chiffre, c'est que sur 100% de femmes, j'enlève 2% de lesbiennes qui sont vraiment pas du tout intéressées par les hommes et j'enlève 1% d'asexuels. Et du coup, je compte les bisexuels et pansexuels dans mon histoire. Comment ça se fait en fait qu'on a autant de femmes qui désirent le corps des hommes sexuellement et qu'on a aussi peu de femmes qui le représentent à l'image? Je perds complètement mon texte. En littérature, on a ça. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, en peinture, en sculpture, en installation, en photographie, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'aimerais bien qu'on discute de pourquoi c'est compliqué et pourquoi est-ce que le corps emblématique de la beauté masculine, c'est encore celui qui est derrière moi en ce moment. Et la raison pour laquelle je vous en parle, alors que je ne suis pas du tout historienne d'art, et je voudrais le dire dès le départ, c'est parce que ça a des conséquences très pratiques sur notre vie d'aujourd'hui, maintenant. Donc je ne suis pas là pour vous faire un cours, je suis là pour interroger des choses qui vont interroger votre désir et j'espère votre relation au monde. Je vais changer de slide, et le temps que je la trouve, ça va prendre un tout petit instant avant que je trouve la bonne, et ce sera le cas à chaque fois, donc il va falloir s'habituer. Comme ça, vous avez un petit peu des previews de ce qui va se passer après. Ah, on était dessus. Je vais faire une toute petite digression sur en fait, une anecdote qui m'est arrivée, c'est qu'il y a quelques années, j'habitais à New York et il y a un musée d'art LGBT à New York. Et en fait, j'avais jamais été dans ce genre de musée et il y avait une exposition entière sur le corps masculin et il y avait vraiment toutes les formes d'art. Et je me suis sentie à la maison. Et mes parents m'ont toujours emmenée dans des musées. Et je me suis jamais posé la question de savoir si mon désir y était représenté. En fait, j'avais l'impression d'avoir toujours été chez moi, dans le monde de l'art. Et ce jour-là, et c'était malheureusement pas il y a si longtemps, j'ai eu l'impression, rétrospectivement, d'avoir raté énormément de choses. Et que d'un seul coup, les corps que moi je désirais dans ma vie de femme, ils étaient partout autour de moi, ils étaient magnifiés, ils étaient sublimés. Et j'étais heureuse et en même temps j'étais triste et en même temps j'étais en colère de ne pas avoir vécu ça plus tôt. Parce que d'un seul coup je me sentais aussi validée dans mes choix érotiques. Et bien sûr, là les références qu'il y a derrière moi qui sont vraiment les grands classiques que sont Pierre et Gilles en photo et Tom of Finland en dessin, c'est des œuvres qui sont faites par des hommes gays. Et finalement, les archétypes de la masculinité absolue que moi j'ai en tant que femme hétéro, très très souvent, ils sont produits par des hommes gays. Et c'est pas du tout un problème, mais moi j'avais aussi envie de savoir si les femmes s'étaient emparées érotiquement du corps masculin. Et je voudrais vous montrer un des plus vieux exemples qu'on connaît. Alors c'est toujours un petit peu compliqué en fait. Hop, je crois qu'il était après. Ah, c'était celui-ci. C'est toujours un petit peu compliqué de dire il y a le premier nu de l'histoire de la peinture occidentale. Le premier nu masculin peint par une femme. Parce qu'il y a plein d'œuvres de femmes qui ont été perdues, mais pour l'instant, dans mes recherches, on est en 1650, on est aux Pays-Bas,
Et on a cette femme qui peint ce nu masculin qui, pour l'instant, à ma connaissance, fait quelque chose qui est assez érotique, qui est un Bacchus, en fait. Me semble être ce qui s'est fait le plus ancien. Et ensuite, il faut attendre jusqu'au XXe siècle, enfin au début du XXe siècle, pour en voir d'autres. Pareil, je cherche dans un sens, dans l'autre. Hop. Voilà. Avec Suzanne Valadon, là, on est en 1914. Et avec Léonore Fini, le portrait de Nico, qui est toujours suffisamment subversif aujourd'hui pour qu'on me l'ait enlevé de ma bannière Twitter, parce que j'avais envie de mettre en avant le travail de femmes qui aiment le corps des hommes. Et ça, manifestement, c'est donc un nu vraiment très ancien qui passe pas la censure. On pourrait se dire, finalement, c'est pas si étonnant qu'il y ait aussi peu de corps d'hommes érotisés par les femmes, dans la mesure où les femmes ont très peu fait de peinture. Je fais un mini point historique, sachant que décidément je ne suis pas historienne, juste parce que ça permet de donner un petit peu de contexte. En fait, quand il a commencé à avoir des corporations de peintres, on était au Moyen-Âge. Au XIIIe siècle, on voit apparaître une première communauté des peintres et tailleurs d'images. Et ensuite, au XIVe siècle, il y a la corporation des maîtres peintres et sculpteurs. Aucune femme n'est évidemment acceptée, donc impossible d'avoir des corps masculins érotisés. Ensuite, en 1648, on a l'Académie royale de peinture et sculpture. Elle n'est pas interdite aux femmes, mais il y aura seulement 15 femmes qui seront acceptées, et durant toute la longueur de l'existence de cette institution, ça veut dire qu'il y aura en moyenne une femme tous les 11 ans. Évidemment, ces femmes-là, qui théoriquement ont accès à la peinture, elles n'ont pas accès au modèle, parce que ce serait beaucoup trop incommodant qu'une femme peigne des nus. Et ensuite, on arrive avec la Révolution française à l'Académie royale de peinture et sculpture, qui laissera place à la Commune générale des arts, puis la Société populaire et républicaine des arts. Aucune femme n'est permise dans les réunions. Ensuite, au XIXe siècle, c'est verrouillé. École des beaux-arts fondée en 1817, interdite aux femmes jusqu'en 1897. Et là, peut-être que vous vous dites, mais le nu de Michaela Vautier, le premier là, que j'ai montré tout à l'heure, du coup, comment elle a fait alors que c'était pas possible? Elle a trouvé une astuce vraiment très sympa, c'est qu'elle avait 8 petits frères, c'était l'aîné, et du coup, des corps d'hommes nus, elle en avait vu toute sa vie, donc il n'y avait aucun problème pour la présenter. En fait, là, c'était un petit rappel historique, mais ce qui est bizarre, c'est que ces choses qui finalement appartiennent au passé soient encore d'actualité aujourd'hui. Et j'essaie de trouver une petite slide qui parle des Guerilla Girls, voilà, qui est une association qui existe depuis 1985, c'est bien ça, et qui essaye de récupérer des chiffres sur le nombre de nus féminins et masculins qui sont présents dans les musées. Là, elles sont en train de rassembler des nouveaux chiffres, c'est ceux de 2012, et comme vous pouvez le constater, encore aujourd'hui, enfin en tout cas encore il y a 10 ans, les 3/4 des nus dans les musées étaient des femmes. Et on pourrait se dire, ok, c'est parce que de toute façon il y a moins de femmes dans les musées en général, et c'est vrai. En France, par exemple, il y a seulement 6,5% de femmes dans la collection des musées de France, qui représentent seulement 4% du patrimoine de la France. C'est sûr, ça commence mal. Et en même temps, on est en 2023, et la culture, c'est pas seulement les musées. Il n'y a absolument rien aujourd'hui qui empêcherait des femmes d'érotiser les hommes sur les réseaux sociaux, ou chez elles, ou dans les films, ou dans les séries télé, ou dans la publicité. Et pourtant, on peut constater qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup plus de corps féminins érotisés que de corps masculins. Et je vais donc poser la question qui nous amène ce soir de manière ultra frontale. Qu'est-ce qui, dans le corps des hommes, résiste à l'érotisation? Est-ce que les hommes sont moches? Non, je ne crois pas. C'est donc qu'il y a autre chose. Et j'aimerais bien qu'on explore ça, et j'aimerais bien qu'on essaye de trouver un peu des solutions, si possible. Alors. Quand on parle de résistance à l'érotisation du corps des hommes, c'est un peu le festival de la mauvaise foi et des excuses pourries. Le premier argument qu'on sort, c'est que les femmes ne sont pas visuelles. En fait, elles ne représentent pas les hommes parce que ça ne les intéresse pas, et parce qu'elles sont au-dessus de tout intérêt pour le corps masculin, et que ça ne marche pas sur elles.
Ça fait vraiment des années, voire des décennies, qu'on a des études faites sur le cerveau des femmes. Et ces études, elles montrent que les femmes sont extrêmement réceptives aux stimuli visuels. Il se trouve que j'ai eu la chance l'an dernier de passer moi-même un scanner cérébral pour voir ce qui se passe dans mon cerveau quand on me montre des corps d'hommes nus qui me plaisent. J'avais donné par avance le genre de corps qui me plaisait. Et donc, j'ai la preuve que, par exemple, sur moi, ça marche. Donc oui, les femmes sont visuelles. Ensuite, il y a un deuxième argument que j'ai entendu plein de fois. Ça va être très long, cette conférence, s'il faut que je cherche à chaque fois. C'est l'argument de la courbe. C'est que c'est normal qu'on ne représente pas le corps masculin, parce que le corps masculin, c'est pas très beau, parce que c'est la ligne, alors que le corps des femmes, c'est beau, parce que c'est la courbe. Je pense qu'il ne faut pas passer beaucoup de temps à regarder le corps des hommes pour s'apercevoir que si vraiment il y avait un monde dans lequel la courbe, pour une raison ou une autre, était intrinsèquement plus belle que la droite, le corps des hommes est vraiment, vraiment plein de courbes. Ensuite, il y a un argument qui est encore plus perturbant, c'est l'argument de la laideur. C'est-à-dire que, de toute façon, la beauté, ça appartient au corps des femmes, et que, du coup, parce qu'on est dans un système ultra-binaire, si les femmes sont belles, alors les hommes ne peuvent pas l'être, parce qu'on est en opposition les uns avec les autres. Et du coup, forcément, ça ne sert à rien de mettre des hommes dans les musées, parce que finalement, ça n'aurait aucun rapport avec l'objet de l'art, en tout cas l'objet classique de l'art, qui serait de représenter la beauté. Cette idée que les femmes seraient plus belles que les hommes, évidemment, elle dit un truc très important, c'est que c'est un regard d'homme hétéro qui nous est transmis. Et moi, quand j'étais à l'école, même en cours d'art plastique, on pouvait continuer de me répéter que, naturellement, évidemment, et ça ne se questionne pas, le corps des femmes est plus beau que le corps des hommes. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'aujourd'hui, plein de femmes ont encore intériorisé cette idée que, oui, bien sûr, c'est comme ça. Et aussi parce que notre œil est entraîné à reconnaître cette beauté-là. Parmi les résistances, j'en ai parlé brièvement, il y a aussi une forme de rappel à l'ordre. C'est que, quelque part, quand on dit qu'on aime le corps des hommes et qu'on est une femme, on passe un peu pour une débile. Et au cas où on serait assez vocal par rapport à ça, au cas où on aurait envie d'en parler, il y aura toujours des personnes qui viendront nous dire que vraiment s'intéresser à l'apparence, c'est complètement superficiel. Typiquement, les hommes peuvent le faire, mais si nous, en tant que femmes, on le fait, alors d'un seul coup, il y a un problème. Hein. Et quand c'était la mode des boys bands, par exemple, on avait beaucoup de femmes qui aimaient ça, qui aimaient, je sais pas, Justin Bieber ou ce genre de groupe, les 2B3. Et on disait toujours que c'était vraiment des personnes pas très intelligentes, comme si c'était pas une forme d'intelligence que de savoir reconnaître la beauté là où notre œil la voit. Et on a intériorisé ça, et c'est encore, dans une certaine mesure, le cas aujourd'hui. Ensuite, les résistances, elles sont pas seulement institutionnelles, historiques, elles sont pas seulement métaphysiques ou esthétiques. Il y a aussi une vraie résistance qui vient de la part des femmes elles-mêmes, et qui vient de la part des femmes artistes. Je vous refais patienter un instant pour trouver le bon endroit. Je vous jure que l'année prochaine, je serai meilleure à organiser tout ça. Ce qu'on voit derrière moi, c'est des captures d'écran du compte Instagram du magazine Gaze. C'est un magazine français, féministe, qui a été créé il y a quelques années. Et c'est un magazine qui vise à montrer le regard féminin sur le monde et le regard féminin sur l'érotisme. Si vous regardez cette image, vous constaterez qu'on y voit quasi essentiellement des corps de femmes. Donc on a des femmes qui sont intéressées par l'érotisme et qui ne montrent sur leur page Instagram que des corps de femmes. Et ça c'est très très typique. Alors, il y a une tentation du narcissisme, et je dis pas ça méchamment, parce que je comprends tout à fait pourquoi est-ce que la culture actuelle a produit ce genre de choses. Déjà, il y a le fait que les femmes, y compris les féministes, aujourd'hui, elles ont grandi dans un monde où la beauté, c'était forcément la beauté du corps des femmes, et elles l'ont intégrée, et c'est vraiment très difficile de recréer d'autres formes de beauté aujourd'hui et de complètement s'extraire
de tout ce qui nous a élevés et de tout notre imaginaire érotique. Ensuite, bien sûr, depuis la montée en puissance du féminisme, la remontée en puissance du féminisme, il y a eu une révolte sur la manière dont le corps des femmes était représenté dans l'art, dans la pub, et un énorme besoin de la part des militantes de rebalancer, de contrebalancer ces corps qui étaient effectivement très idéalisés, souvent très minces, blancs, jeunes, toniques, et avoir envie de montrer d'autres corps. Donc finalement, même les artistes militantes ont préféré se focaliser sur les corps des femmes parce qu'elles avaient l'impression qu'il y avait là quelque chose qu'il fallait réparer. Et je le comprends tout à fait. Mais pour l'instant, cette forme de réparation, elle se fait aussi au détriment du corps des hommes, et elle se fait aussi au détriment de l'hétérosexualité des femmes qui peut-être auraient envie de voir aussi des corps d'hommes et aussi des corps d'hommes qui seraient interprétés différemment. Ensuite, je vais vous montrer... voilà, très bien. Les tentatives qui ont été faites il y a longtemps. Ça, là, on est en 2007, c'est pas très récent, on est d'accord. Mais il y a aussi cette vraie difficulté qui est de comment, en fait, on fait exactement pour érotiser le corps des hommes quand on est une femme. Et souvent, ça passe par des clichés terribles. Alors, il y a eu l'époque des Chippendales avec des gars extrêmement musclés qui représentent des archétypes. Et c'est vraiment intéressant de le faire comme ça, et c'est rigolo. Et je pense qu'il ne faut pas mépriser ces formes de pop culture. Et ça, c'est en fait toute une série de bouquins qui sont sortis il y a quelques années, où si vous allez page après page, vous verrez ce porno pour les femmes avec des hommes qui, alors, selon les différents livres, vont s'occuper des enfants, vont s'occuper des tâches ménagères. C'est très rigolo, mais ça veut quand même dire un truc. C'est que on est aussi face à une forme de malaise parce qu'on ne sait pas exactement comment faire pour érotiser le corps des hommes. Parce que le gros modèle qu'on a quand on est une femme, c'est la pin-up. Et si on transmet ça exactement sur le corps des hommes, eh ben on s'aperçoit que ça ne marche pas tout à fait. Alors peut-être que ça ne marche pas tout à fait parce qu'on manque d'expérience, parce que notre œil, il n'est pas habitué à voir ça, et il trouve ça bizarre, et il reconnaît trop de codes féminins dans cette image, et il y a une forme de résistance qui se crée en nous. Mais c'est peut-être aussi parce que très largement, on manque d'une forme de grammaire qui concernerait l'érotisation du corps masculin. C'est vraiment comment on fait. Et par exemple, typiquement, pour avoir moi-même beaucoup essayé de le faire, je me suis rendu compte que généralement, quand le corps masculin il est érotisé, c'est parce qu'on l'a conceptualisé comme un corps actif. Et qu'un corps de pin-up, c'est un corps passif, c'est un corps qui bouge pas, c'est un corps qui se laisse regarder. Et c'est compliqué, en fait, de représenter un homme nécessairement en mouvement. Et à mon avis, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, parmi les corps qui sont érotisés, on va beaucoup retrouver des œuvres cinématographiques. Je nous ai ressorti, hop, un petit Jane Campion. Qui n'a pas fantasmé sur ce beau Harvey Keitel dans The Piano à l'époque? Donc il y a la question de savoir qu'est-ce qu'on va érotiser dans le corps masculin. Et en fait, si c'est pour le faire d'une manière plastique, c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut l'imaginer. Parmi les grandes autrices de cinéma, donc là c'est Jane Campion, mais évidemment en France on a aussi Catherine Breillat, on a aussi Claire Denis, on a aussi plein d'autres personnes. Cette solution, qui est de montrer des corps en mouvement, bien sûr elle est intéressante. Et ça va aussi peut-être être, par exemple, des corps guerriers, des corps avec des uniformes. Mais on pourrait tout à fait imaginer d'autres formes d'érotisation. On pourrait par exemple imaginer des corps très alanguis. On pourrait imaginer des corps passifs, masculins, complètement érotiques, comme celui qu'on a vu tout à l'heure, comme d'ailleurs quasiment tous ceux qu'on a vus, qui sont des nus masculins classiques, où c'était des hommes qui étaient étendus et qui attendaient, et le regard se posait sur eux, et c'était parfaitement suffisant. Et ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, du coup, parce qu'on manque de grammaire vraiment visuelle pour érotiser le corps des hommes, il y a un défi. Et je me dis, ça, forcément, c'est génial. Parce que s'il y a un défi, alors forcément, les artistes auront envie, j'espère, de s'y attaquer. Ensuite, j'arriverai jamais à les faire dans le bon ordre. Toujours pas. Ça va être la première, vous allez voir. Ah bah oui, c'était la première. Hop. Ensuite, il y a des questions politiques qui se posent. Parce qu'aujourd'hui, l'art, et surtout l'art féministe,
il s'imbrique complètement à plein de questions politiques. C'est-à-dire, ok, super, érotisons les corps masculins, comment on fait et surtout quel corps? Est-ce que ça va être que les corps blancs? Est-ce que ça va être que les corps valides? Est-ce que ça va être seulement les corps musclés? Et ça, c'est des vraies questions. Et c'est des questions auxquelles sont renvoyées les femmes artistes constamment. Moi, quand je fais de la peinture et que je le mets sur mon compte Instagram, parce que j'ai tendance à choisir des modèles qui sont assez musclés, j'ai très régulièrement des hommes et des femmes qui viennent m'expliquer que je ne suis pas politiquement correcte dans mon désir, parce que si j'étais une artiste responsable, eh ben, il faudrait que je représente absolument tous les types de corps à égalité. Et c'est compliqué, parce que ça voudrait dire que l'érotisme, il serait forcément démocratique, que l'érotisme, il serait forcément accessible à tout le monde. Et savoir si on peut réussir à plier nos désirs à la politique, c'est une vraie grande question contemporaine à laquelle moi, j'ai pas de réponse. Est-ce que si jamais on se motivait, est-ce que si jamais on s'entraînait le cerveau à désirer tous les corps, on y arriverait? Ou alors, est-ce que c'est une fausse piste? Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans la pornographie féministe, on voit qu'il y a des personnes qui essayent d'explorer ce genre d'idée, que si on nous habitue et on nous habitue, pardon, désolée, si on nous habitue à tous les corps, on finira par tous les désirer. Et ensuite, est-ce que désirer tous les corps, c'est souhaitable? On a Belinda Cannon qui participe à ce festival. Elle pense que le désir, c'est forcément une élection. Elle pense que forcément, le désir, il est unique, il est chirurgical. Et que justement, c'est du désir parce qu'il ne s'applique pas à tout le monde. Et comment on va faire en étant militant et comment on va faire avec le politiquement correct? Et comment on va faire pour répondre aux exclus du désir? Et comment on va faire quand on va nous dire que éventuellement notre désir à nous, notre représentation du désir, elle crée de la misère sexuelle parce qu'elle exclut certains corps? Et c'est pas parce que ces questions sont compliquées qu'il faut arrêter de faire de l'art. Au contraire, il faut faire plus d'art et il faut les affronter. Mais quand on commence à vouloir érotiser des corps d'hommes, il faut savoir que ces questions vont se poser, mais qu'elles sont absolument légitimes. Je change de slide. Et je vais passer aux questions purement techniques. Vous les aurez toutes vues beaucoup de fois, les... Hop. Voilà. Les questions techniques. Alors déjà, quand on veut érotiser des corps masculins, il y a la grande question de comment on va faire pour trouver des corps masculins. Si on est plutôt peintre ou plutôt sculptrice, c'est pas terrible, hein, mais on peut toujours passer par des photos. On peut toujours passer par une autre matière que le modèle vivant. Mais généralement, si on essaye de faire des portraits comme celui qu'il y a derrière moi, il va falloir qu'on trouve des modèles. Et ça, en fait, c'est compliqué. Et pour moi qui travaille avec des modèles vivants, et des modèles de nus, et des hommes, je sais que la première question qu'on me pose, c'est de savoir comment je me protège. C'est de savoir si j'ai une bombe au poivre dans mon atelier de dessin. Évidemment, c'est dramatique et c'est un peu déprimant de se dire que quand une femme, aujourd'hui, veut faire venir un modèle chez elle pour le peindre, la première question qui se pose, c'est de savoir si elle va être violée par le modèle, notamment parce que c'est du nu. Alors évidemment, j'allais dire évidemment, il se trouve que j'ai absolument jamais eu de problème et j'ai l'impression, mais évidemment c'est basé que sur mon expérience à moi et que sur mon intuition, que la position de l'artiste et le fait d'être soit habillé quand le modèle est nu induit une forme d'autorité sur le modèle qui décourage pas mal de tentatives d'agression. C'est-à-dire qu'une situation qui de l'extérieur est vécue comme potentiellement très dangereuse, en vrai, quand on la vit soi-même, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est même plutôt des beaux moments. Parce qu'on a rarement l'occasion de passer des heures et des heures avec quelqu'un de manière comme ça, effectivement, un petit peu asymétrique, à discuter, à se raconter nos vies. C'est aussi des très beaux moments. Donc, je trouve ça vraiment intéressant qu'on me renvoie toujours au risque sur une activité qui est vraiment une rencontre absolue et une rencontre dans laquelle l'homme nu, il peut pas se cacher. Et on se raconte des choses à ce moment-là
que sans doute on ne se raconterait pas si on était en train juste de boire un verre dans un bar. Donc c'est aussi des beaux moments. Cette question du corps dangereux, elle m'amène à une question qui me passionne personnellement. C'est celle du pénis. Parce qu'en fait, quand on parle d'un corps, masculin dangereux, on pense moins au risque de se faire casser la figure qu'au risque d'interagir avec le viol, donc avec le désir, avec cette question du pénis. Ah, c'était là. J'ai choisi cette image, enfin celle qui est à gauche, parce que il y a un pénis, il est caché, c'est assez classique dans la peinture classique. Et j'ai vraiment rigolé en choisissant cette image, parce que je me dis, mais c'est terrible de voir par quel extraordinaire contour l'artiste a dû passer pour représenter un pénis sans montrer un pénis, c'est-à-dire qu'il y a à peu près tout qui est présent. Enfin, si vous voyez, il y a vraiment aussi le gland, on peut quasiment imaginer le sperme, il y a tout, mais il fallait quand même cacher. Le texte, qui est à droite de l'image, il date de 1973, il vient de New York, c'est une artiste qui s'appelle Anita Steckel. Donc à l'occasion du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, elle a distribué un manifeste à ses consoeurs artistes, donc là c'est en anglais, mais je vais vous le traduire en français. C'est vraiment un texte qui invite à ne jamais se laisser intimider par une quelconque censure. Elle dit « Si le pénis en érection n'est pas assez sain pour entrer dans les musées, alors il ne devrait pas être considéré comme suffisamment sain pour entrer dans les femmes. Et si le pénis en érection est assez sain pour entrer chez les femmes, alors il est suffisamment sain pour entrer dans les plus grands musées d'art. » Et je suis bien d'accord. À cette époque-là, on est donc en 1973, il y a 50 ans. Et pourtant, encore aujourd'hui, la représentation du pénis lui-même, beaucoup plus que du corps masculin en général, reste extrêmement problématique. Pascal Quignard, immense écrivain, a écrit un bouquin bien connu qui s'appelle « Le sexe et l'effroi », dans lequel il dit « La vision du sexe masculin est terrifiante, même dans les sociétés où son ostentation la rend banale et sa fréquence dérisoire. Peut-être qu'aujourd'hui, dans un monde extrêmement pornographique, par exemple, peut-être effectivement que le sexe masculin, que le pénis lui-même, est extrêmement banal et extrêmement ostentatoire. Et ce qui nous terrifie pour autant, je ne suis pas complètement sûre. Mais on n'a pas besoin d'être terrifié par le pénis pour ne pas vouloir le représenter. Un des énormes biais qui empêche la représentation du pénis, c'est cette chose que les hommes se répètent à eux-mêmes et qui répètent régulièrement aux femmes, que le pénis serait laid en soi. Que l'objet pénis, que ce soit au repos ou en érection, serait d'une absolue laideur. Et je pense que les hommes ont vraiment intériorisé ça. Et là, on commence à aborder un petit peu les moments où ce qui se passe dans l'art répond à des problématiques qui sont intimes et qui peut-être concernent beaucoup des personnes qui sont ici ce soir. De se regarder dans la glace, de regarder ce qui devrait quand même idéalement être un objet du désir, ce qui est aussi juste un organe naturel du corps, est perçu comme non seulement moche, mais dégoûtant. Et on s'aperçoit de tout ce qu'on a intériorisé comme stigmatisation de la sexualité en général et de ce corps en particulier. En quoi le pénis serait plus laid comme organe qu'une oreille ou qu'un nez? Moi, j'ai jamais trouvé la réponse à cette question. Mais je suis obligée de constater que quand je dis que je fais du nu masculin, une des choses qu'on me dit, après m'avoir demandé si je me protège, c'est mais pourquoi faire une chose pareille? Pourquoi montrer des pénis alors que c'est horrible? Et comme si c'était une sorte de volonté de performance de ma part, de rendre beau quelque chose qui serait laid. Alors que moi, je trouve ça... Enfin, moi, je suis une femme hétéro, et si j'ai envie de coucher avec des personnes qui ont des pénis, c'est plutôt parce que j'aime bien les pénis. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin les raisons. Le pénis, c'est aussi un truc qu'on trouve rigolo. Et ça aussi, en fait, c'est un vrai frein pour le rendre digne d'entrer dans des musées ou d'entrer dans des galeries. C'est ce truc un peu gamin de si on dessine un pénis, eh ben on se retrouve un petit peu dans la peau de l'enfant qui va à l'école et qui va dessiner un pénis sur la table ou dans les toilettes.
Et ces images de l'enfance qui se rappellent à nous, c'est aussi des freins dans l'âge adulte, de se dire, voilà, il y a quelque chose d'un petit peu cocasse, il y a quelque chose d'un petit peu potache. Donc finalement, bah, c'est pareil. Le pénis, il n'est pas légitime, il n'est pas digne, il ne devrait pas exister dans l'art. Et puis, parmi toutes les raisons qui nous empêchent de représenter le pénis, il y a aussi le fait que là, ce serait trop. Ok pour montrer le corps des hommes, mais non, le pénis, c'est un peu la définition de la pornographie. Ça, c'est intéressant d'ailleurs, parce que montrer un sexe de femme, on se dit, bon, d'accord, allez, c'est érotique, c'est mignon, c'est sympa, parce qu'il y a effectivement un petit côté compact, parce que les vulves qu'on représente, généralement, elles sont un peu petites, elles sont un peu étroites. Donc on montre pas aussi généralement des vulves qui sont extrêmement charnues. Même si vous regardez l'origine du monde de Courbet, on est plus sur une ligne que sur quelque chose de vraiment extrêmement voluptueux. En fait, il faudrait plutôt aller chercher chez Odilon ou Redon des coquillages pour voir des vulves en majesté dans l'art. Et évidemment, pour le pénis qui est plus visible, qui est plus ressorti, cette question se pose encore plus. De là, d'un seul coup, la vraie irruption de l'obscène. Et c'est marrant parce qu'on nous dit toujours, ça y est, la révolution sexuelle, elle a eu lieu, on est complètement libéré, il n'y a plus de tabou. Mais au moment où on parle du pénis, bah, on s'aperçoit qu'il y a encore un tabou. Je change de slide. Notez bien que je pars toujours dans le mauvais sens. Hein. Ah, pas tout à fait. Ensuite, une des raisons pour lesquelles c'est compliqué de représenter les hommes et leur pénis, c'est parce que évidemment, il va y avoir la censure. Là, on arrive à un vrai énorme paradoxe du monde contemporain. C'est que sur les réseaux sociaux, sur Instagram et aussi même sur des réseaux plus libres comme Twitter, montrer un pénis, c'est vraiment la meilleure manière de se faire bannir la publication dans un premier temps et éventuellement l'intégralité de ce qu'on fait tout de suite après. Je précise que c'est aussi le cas sur Twitter, parce que sur Twitter, il suffit que plusieurs personnes vous dénoncent pour qu'on vous force à enlever une image. Tout à l'heure, je disais que moi, j'avais été temporairement bannie de Twitter pour avoir montré un nu masculin de 1942. J'ai aussi été bannie à nouveau de Twitter pour avoir montré la méduse du Caravage, qui n'a rien de sexuel, pour incitation à la violence. Donc on est vraiment sur des choses qui sont extrêmement arbitraires, et sur la question du corps masculin et du pénis masculin, on est au maximum de ce qu'il ne faut pas faire pour être vu en ligne. Et aujourd'hui, quand on est artiste, on sait très bien qu'être vu en ligne, ça va être vraiment une énorme vitrine, et qu'on va prendre un risque considérable en le faisant. Donc le plus simple, finalement, c'est de ne pas le faire. Alors évidemment, ensuite, il reste des espaces où c'est possible. Là, par exemple, ce site, Phallus and Arts, c'est un des rares, alors déjà qui parle que de ça, donc c'est merveilleux. Et puis comme vous pouvez constater derrière moi, c'est aussi des œuvres qui sont vraiment belles, qui sont intéressantes, mais qui du coup permettent d'échapper un petit peu à la tyrannie de la censure aujourd'hui, en payant soi-même un nom de domaine et en n'étant jamais complètement à l'abri de la censure dans certains pays. Ensuite, une autre manière de voir des pénis, c'est d'aller voir tout simplement des expositions. Et c'est fou de se dire qu'en fait, on se disait quand Internet est arrivé que ce serait un espace de libération absolue, et qu'aujourd'hui, paradoxalement, pour parler de sexualité, pour montrer la sexualité, en vrai, mieux vaut passer par les magazines papier, la télé, la radio et les galeries en physique, que de passer par Internet. Parce que même si on est sur un espace où, à ce moment-là, les choses sont tolérées et tout va bien, on n'est jamais à l'abri d'un changement d'actionnaire à un moment ou à un autre qui nous ferait effacer absolument l'intégralité de notre contenu. Je vous invite donc évidemment à passer beaucoup de temps dans les galeries et dans les musées. Là, ces deux exemples ici, ils viennent d'une exposition qui a eu lieu en 2012 à Paris, qui a été faite sous la curation de Barbara Polla, qui est aussi ma galeriste à moi. L'exposition s'appelait Beautiful Penis, et c'est à ma connaissance une des seules, peut-être même la seule exposition qui a jamais eu lieu, qui était intégralement consacrée au pénis. Preuve qu'on peut, et preuve que le pénis peut être un objet d'art, exactement comme n'importe quelle autre partie du corps. Mais bien sûr, il n'y a pas des masses d'expositions sur le corps des hommes et sur le pénis. Enfin, sur le corps des hommes, ça commence vraiment à s'arranger, mais sur le pénis, il n'y a pas des masses de personnes qui ont envie de faire de la curation sur ce sujet.
aussi pour une autre raison qui est commerciale. C'est-à-dire que notre œil est tellement habitué à considérer le corps des femmes comme beau que c'est beaucoup plus facile de vendre des œuvres d'art qui représentent des femmes nues, ou alors des couples nus. Donc, quand on est artiste et qu'on gagne sa vie comme artiste, alors on sait que peut-être on vivra moins bien si on s'occupe du corps des hommes. Et ça, c'est un vrai frein considérable. Alors ensuite, évidemment, beaucoup d'artistes gagnent aussi leur vie en faisant autre chose. Mais alors pour vous donner un exemple personnel et qui dit rien d'autre qu'une intuition personnelle, si moi, sur mon compte Instagram, je mets un nu féminin et un nu masculin, le nu masculin, il va avoir 10 fois moins de likes que le nu féminin. Et pourtant, j'ai un public qui est extrêmement mixte et qui est plutôt hétéro, donc on pourrait dire que, une fois encore, que les femmes qui désirent le corps des hommes dans leur lit le désiraient aussi à l'image. Et non, et ça marche pas. On se retrouve donc dans une situation qui est pas bloquée, mais dans laquelle vraiment les résistances sont extrêmement nombreuses. Et je vous l'ai promis au début, j'y arrive maintenant. Je voudrais parler des conséquences que ça a dans notre vie quotidienne. Parce qu'en fait, le fait de ne pas érotiser, et même de désérotiser le corps masculin, ça a des conséquences, et ça a des conséquences pour tout le monde. Déjà, ça a des conséquences sur les femmes, comme moi, tout simplement, parce que je trouve vraiment pas ça très agréable que mon désir, à moi, de femme hétéro, soit oublié par l'art. En fait, des fois, j'ai l'impression de ne pas être prise en considération, et je suis un peu vexée, et je suis un peu énervée. Et voilà. Et bien sûr, en tant que féministe, je suis jamais complètement enchantée quand c'est le désir masculin hétérosexuel qui prend toute la place. Alors que, évidemment, je demande pas de prendre toute la place, mais j'aimerais bien qu'on montre un petit peu les choses qui, moi, m'intéressent dans les musées, parce que j'aimerais qu'on valide mon désir. En fait, pour s'emparer de son désir et pour pouvoir l'exprimer, c'est pas mal qu'il soit validé institutionnellement. En fait, ça donne des billes et ça donne de la confiance. Donc, c'est important. Et puis ensuite, même dans notre vie privée à nous, comment est-ce qu'on espère... En fait, souvent, on se plaint du fait que les femmes manquent de désir. Alors déjà, la formulation est hyper problématique, parce que manquer de désir, c'est par rapport à qui, par rapport à quoi? En fait, quelle est la norme à partir de laquelle on se base pour dire que les femmes manquent de désir? C'est non seulement une norme masculine, mais c'est une norme masculine imaginaire. Et comment est-ce que les femmes pourraient arriver le soir en rentrant du travail pleines de désir, alors qu'elles n'ont pas forcément été stimulées dans la journée? Un homme hétéro, il marche dans la rue, il va dans le métro, il allume sa télé, il a vu plein de corps désirables. Et il arrive, qu'il le ressente consciemment ou pas, chargé d'une forme d'énergie sexuelle, ou en tout cas, des idées érotiques ont interféré avec sa vie quotidienne toute la journée, et il arrive avec ça. Et peut-être que c'est plus facile de s'engager dans une conversation érotique, dans une activité érotique, parce que ça fait partie du quotidien. Pour moi, en tant que femme hétéro, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et là, on se retrouve en plus face à une sorte d'hypocrisie absolue, qui est que, en tant que femme hétéro, on va me dire t'as pas assez de désir, mais en même temps, quand je marche dans la rue, on me donne rien à mettre sous la dent. Non seulement parce qu'il n'y a pas grand-chose dans la pub et pas grand-chose dans les musées, mais aussi parce qu'on sait que les hommes, aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à s'emparer des techniques de production de la beauté et des techniques de production du désir, parce que, à cause de ce qu'on voit dans les musées, ils vont considérer que c'est un truc de femme. Parce que, évidemment, on reproduit ce qu'on voit. On est aussi quand même les produits d'une culture. Et si la culture a dit que la beauté, c'est les femmes, alors les hommes, le matin, pourquoi est-ce qu'ils iraient faire un truc de femme, ou en tout cas quelque chose qu'ils estiment être une activité typiquement féminine? Donc ça, c'est quand même une conséquence très importante et qui touche vraiment notre intimité et même notre sexualité. J'ai mis tellement trop de... Ah voilà. J'ai mis trop d'images dans cette conférence. Hop. Là, je viens de dire que c'était pas terrible pour les femmes parce que c'est pas très stimulant et qu'on sent un peu laissé de côté. Le manque d'érotisation du corps des hommes, c'est pas terrible pour les mecs non plus, évidemment. Si on passe sa vie à se voir répéter que son corps est moche et que son pénis est dégoûtant, exactement quel genre de personne ça crée? Comment est-ce qu'on veut ensuite aborder sereinement la séduction? Comment est-ce qu'on veut aborder sereinement la sexualité? C'est pas possible. Si on dit que le pénis c'est rigolo, alors comment est-ce que au moment d'interagir sexuellement avec quelqu'un,
on va arriver ouais, en toute confiance, en rayonnant. Et on a envie, évidemment, d'hommes qui rayonnent dans notre sexualité. Donc bien sûr, on pourrait se dire, bah, comme ça, c'est pas mal, parce que les hommes, ils ont moins la pression pour s'embellir. Et effectivement, je suis bien d'accord que s'embellir et s'érotiser, c'est une pression. C'est une pression, mais c'est aussi un truc génial. C'est aussi un mode de relation à l'autre. C'est aussi une vraie manière de rentrer en contact. Et de rentrer en contact d'une manière qui est beaucoup moins problématique que de mettre le pied dans la porte et que d'aller draguer, séduire par l'oreille, ce qu'on demande tout le temps aux hommes de faire. Parce que accepter sa propre beauté, accepter de s'érotiser, c'est prendre un rôle traditionnellement féminin qui consiste à être regardé. Mais si on est regardé, on se donne aussi la chance que les autres aillent vers nous. On se donne la chance extraordinaire d'être dans une forme de séduction passive et pas une séduction active. Et en 2023, année plus 6, après le mouvement MeToo, année plus 5,5, on a beaucoup parlé des ravages que peut créer le harcèlement dans l'espace public. Alors on en parlait déjà avant, mais c'est vrai que maintenant c'est vraiment devenu une énorme thématique sociétale. Si les hommes avaient plus de facilité à s'érotiser parce que la culture leur donnait plus de bagages concrets sur comment s'érotiser, ils auraient beaucoup moins besoin de harceler, ils auraient beaucoup moins besoin d'insister. Parce qu'ils auraient vraiment toutes les armes en main pour qu'on vienne plutôt les voir directement nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est vraiment un futur désirable pour absolument tout le monde. Et même, en passant par l'art. Alors évidemment, moi j'aime bien l'art, mais je parle beaucoup de peinture. Quand c'est le cinéma, quand c'est les séries télé, c'est vraiment des choses qui sont partagées par tellement de personnes que ça peut vraiment avoir des vertus et des vertus éducatrices. La grammaire dont je parlais tout à l'heure, le manque de grammaire pour érotiser un corps masculin, si on la connaissait, si les hommes connaissaient plein de différentes manières d'être érotiques, parce que l'idée, c'est évidemment pas de créer un monde où tous les hommes se ressembleraient, alors que, bien sûr, ça leur donnerait d'autant plus de pouvoir sur leur propre vie érotique, sur leurs sentiments. Et il me semble que ça aussi, quand même, c'est profondément souhaitable. Je change de slide. Une fois que j'ai dit tout ça, comment est-ce qu'on fait pour changer les choses? Parce qu'on a envie de changer les choses, évidemment. Hop là. Pour commencer, évidemment, le plus simple, mais peut-être le plus difficile, ce serait de dire aux femmes artistes et aux femmes tout court, parce que les femmes artistes, c'est aussi celles qui prennent des photos de leurs copains, tout simplement, d'oser faire ça, de prendre la permission de regarder, de prendre la permission d'érotiser, de prendre la permission d'inventer des nouveaux codes érotiques, de demander ce qu'elles veulent voir, et tout simplement d'affirmer la puissance de leur regard, et un regard qui ne serait pas seulement tourné sur leur propre corps, mais qui serait tourné sur les corps qu'elles désirent. Ensuite, ça c'est pour le côté féminin, il y a aussi le côté masculin. Il me semble que pour les hommes, il y a une vraie chance aujourd'hui, et on commence à le voir apparaître, c'est d'apprendre à s'érotiser soi-même, et on voit des formes intéressantes qui apparaissent aujourd'hui, et qui n'existaient pas il y a ne serait-ce que quelques années. Voilà. Il y a aujourd'hui des influenceurs sur Instagram. Alors celui qui est à droite, Cavagno, c'est un type qui a vraiment des millions de followers sur Instagram et sur TikTok. Alors évidemment, nous sommes sur des corps extrêmement normés ici, mais il y a de la place pour tout le monde. Lui, depuis quelques années, il vit de son érotisation et son public est essentiellement féminin. Il y a quelques années, les mecs qui ressemblaient à ça, c'était des modèles de photos gays et ils étaient suivis essentiellement par des hommes gays et c'est très bien. Et évidemment, quand on est une femme, on peut consommer des contenus produits par des personnes gays, c'est pas le souci. Mais là, on a un homme spécifiquement hétéro qui cherche spécifiquement à plaire aux femmes et qui essaye de le faire sur son compte de plein de manières différentes et qui est en train d'essayer d'inventer des choses. C'est pas le seul, mais je vais pas vous enfouir sous une tonne de références. On a ça aussi dans le porno, et ça c'est la photo que vous voyez à gauche. Alors, c'est de la pornographie, mais il s'appelle French Brutus sur les réseaux pornographiques. Et lui, il fait des vidéos
vraiment spécialement destiné aux femmes hétéros, où d'ailleurs on ne voit pas forcément grand-chose, mais ils simulent des rapports sexuels en parlant à des femmes et en s'érotisant pour elles, et en essayant vraiment de plaire aux femmes. Il me semble que ces deux personnes, alors je connais Cavagno et je ne connais pas l'autre, sont heureuses, en fait, tout simplement de plaire, heureuses de s'emparer de choses qui sont quand même très difficiles à assumer pour un homme hétéro aujourd'hui. Alors, outre qu'ils en ont fait leur métier, je sais via eux que le fait de réussir à être regardé par les femmes et de se dire que d'un seul coup on peut être un objet d'adoration quand on est un homme, leur donne beaucoup de joie, et je souhaite évidemment aux hommes autant que possible de connaître ce genre de joie dans leur vie. J'en arrive à ma conclusion, puisque je suis en train de dépasser un peu. En fait, je voulais juste finir avec des recommandations. Et pareil, je voulais pas vous enfouir sous trop de recommandations, mais j'en avais quand même 2 qui vont apparaître maintenant. Sur l'image de gauche, le compte Instagram Seminal Works, donc, qui est consacré uniquement au corps masculin érotisé, et dans l'immense majorité, c'est des travaux qui sont faits par des femmes. Et ce que j'aime bien, c'est que, outre qu'il y a les images, il y a aussi généralement en dessous les paroles d'artistes et sur pourquoi est-ce que ces artistes ont décidé de s'emparer du corps masculin et exactement quelle est leur vision. Donc non seulement il y a l'image, mais il y a aussi l'explication. Ça vaut vraiment le coup de suivre ce travail. Comme vous voyez, c'est pas non plus le site le plus connu du monde, mais c'est pas grave, le travail est super. À droite, Lusted Man, qui est une association dont je suis la marraine, qui collecte des images, pas forcément professionnelles, et c'est important, des images d'amateurs, d'amatrices, consacrées à l'érotisation du corps masculin. Et en fait, l'idée, c'était que c'est génial de laisser la parole aux artistes, et bien sûr, ils vont être talentueux. Mais c'est aussi important que les personnes qui ne sont pas artistes, et on n'est pas tous des champions du monde avec des pinceaux, avec une caméra, c'est important que tout le monde puisse transmettre et garder des traces des émotions érotiques ou esthétiques sincères qu'on peut avoir en se réveillant le matin à côté de notre mec à nous, je sais pas, qui est peut-être gros et chauve et pas dans les standards, et qu'on aime de tout notre cœur et qu'on désire de tout notre cœur. Et en fait, Lusted Man crée une archive de ces images d'hommes qui nous plaisent sans aucune discrimination. J'aurais voulu terminer là-dessus en disant c'est super, regardez, je vous donne un endroit où aller voir des œuvres professionnelles et un endroit où mettre vos œuvres professionnelles ou amatrices. Aujourd'hui, en discutant avec l'association Lusted Man, j'ai appris que l'association allait fermer. Que en fait, c'était la toute dernière collecte d'œuvres en ce moment. Et la raison en est que quand certains hommes ont découvert que le site existait, ils ont commencé à passer leur temps à envoyer des photos de leur pénis. Et qu'en fait, aujourd'hui, les personnes qui s'occupent de l'association en reçoivent tellement qu'au début, elles se sont dit c'est intéressant, les hommes s'érotisent eux-mêmes. Et aujourd'hui, ces personnes sont épuisées parce qu'elles ont l'impression de devenir l'espèce d'archive de la dick pic de l'Internet français. Donc c'est la fin pour Lusted Man, et je regrette de l'avoir appris aujourd'hui, où je viens en plus faire une conférence sur l'érotisation du corps masculin. Je suis sûre que d'autres initiatives auront lieu, et je suis sûre que j'aurai envie de les soutenir autant que j'ai soutenu celle-là. Il y aura donc une dernière exposition. C'est pas parce que là, ce projet-là n'a pas marché que le prochain marchera pas mieux. L'important, c'est d'inventer des choses. Et quoi qu'il en soit, j'espère qu'il y aura de plus en plus de place pour le corps des hommes dans l'art, pour le corps des hommes autour de nous, dans nos vies, des corps qu'on aime et qu'on a envie de sublimer. Merci de m'avoir écouté. Et du coup, je suis vraiment désolée d'avoir fait des allers-retours entre les slides. Je jure que l'an prochain, tout sera parfaitement dans l'ordre. Merci. Des questions? Eroticis? Salut. Donc en fait, juste une petite anecdote. Bon, ça fait quelques années, j'ai commencé à m'intéresser au nu parce que je
je fais de la photo 10 ans. Et c'était beaucoup plus facile pour moi de trouver des filles qui souhaitaient être photographiées que des mecs. Et je n'arrive toujours pas à comprendre. Et je demandais, en fait, aux hommes qui admiraient mon travail, s'ils souhaitaient aussi faire l'expérience. Ben, je voulais bien, mais non. Et c'était généralement des hommes hétéros. Et après ça, en fait, après quelques années, j'ai eu l'occasion de travailler dans une association queer. Et là, en fait, c'était beaucoup plus facile d'avoir l'opportunité de photographier des hommes, mais c'était moins intéressant parce que je m'intéressais plus à cette autre facette, en fait. Voilà. Donc, jusque-là, je me demande pourquoi, en fait, ces hommes-là, les hétéros en tout cas, et j'avais plus de mal, en fait, à faire ce travail artistique. Et je pourrais aussi ajouter que, une fois, j'ai réussi à faire des photos d'un homme qui faisait aussi des photos de nu. Mais après, en fait, il a refusé que je publie ces photos. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage qui est vraiment extrêmement révélateur. C'est vrai que c'est très compliqué. En fait, moi, ce que je trouve amusant, c'est que certains modèles qui viennent chez moi ont peur. Ils ont peur que ce soit un traquenard. En fait, ils n'ont tellement pas l'habitude qu'une femme veuille regarder un corps d'homme nu qu'ils imaginent que quand ils vont ouvrir la porte de chez moi, il y aura 4 mecs énormes qui vont les attendre pour leur voler leur argent. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'ai entendu en vrai. C'est-à-dire qu'on m'a déjà demandé de descendre de chez moi pour aller genre faire un tour de parc avec les modèles avant, pour qu'ils voient que j'étais bien une femme, que vu mon intense musculature, j'allais pas vraiment leur faire beaucoup de mal. Et effectivement, il y a une vraie énorme trouille. Ensuite, une fois que les modèles sont passés de l'autre côté, ce que je trouve intéressant, c'est de voir à quel point c'est gratifiant, parce qu'eux disent qu'ils découvrent dans ce regard particulier, qui est aussi un regard très prolongé. Alors, ensuite, je ne sais pas pour la photo, parce que moi, je suis plutôt côté peinture, mais je passe 3 heures et demie avec les modèles à chaque fois. Et être regardé pendant aussi longtemps, c'est une expérience que la plupart des hommes n'ont jamais vécue. Et ils me disent que c'est extrêmement thérapeutique et que ça répare en fait des choses en eux qui sont des doutes en fait. C'est-à-dire qu'ils ont tellement jamais eu d'opinion sur leur corps, on leur a tellement jamais dit qu'ils étaient beaux, en fait on les avait des fois tellement jamais regardés, que le fait d'être complimenté, admiré, regardé, c'est une nouveauté. Et ensuite ils repartent tout chargés d'énergie. Donc c'est peut-être difficile, mais je trouve que c'est un exercice intéressant à faire aussi pour les modèles. Il ne faut pas oublier que les modèles sont aussi, bien sûr, co-créateurs et coproducteurs d'une œuvre, et que leur personnalité a vraiment énormément d'importance. Ce n'est pas juste des objets, c'est des personnes qui vont apporter beaucoup et dont la personnalité va transparaître. Bonsoir encore. Moi, ce que je vois dans tout ça, c'est vraiment un constat sociétal, en fait. Sur plein de sujets, mais les hommes ne trouvent pas forcément leur place. Juste à écouter ce qu'on vient d'entendre. Ce qui me dérange un petit peu ici, alors moi j'ai 33 ans, ce qui me dérange, c'est de vraiment érotiser l'homme juste en tant que corps, en fait. Si je parle pour moi, en fait, ça va bien plus loin que ça. Hein. Dire aux hommes aujourd'hui qu'ils vont m'attirer simplement pour leur physique, c'est complètement faux. Et c'est aussi ce que je reproche à cette société. Les 2 images, les 2 comptes Instagram que vous avez montrés avant me dérangent profondément. Alors oui, ils ont plein de likes, mais en fait, fatalement, je suis pas sûre que les femmes aient envie de ça. Je suis pas sûre que ce qui fait vraiment fantasmer les femmes soit ça. Vraiment, je comprends les hommes, je comprends vraiment les hommes qui ont du mal à se retrouver dans tout ça. Moi, ça, je suis désolée, mais ça me fait pas fantasmer. Je trouve pas ça érotique. Je trouve que c'est de la publicité, je trouve ça mal fait. Enfin, c'est pas. Donc, peu importe mon avis, peu importe presque le vôtre, laissons les femmes désirer ce qu'elles ont envie de désirer. Mais je trouve que c'est hyper difficile pour les hommes de se retrouver là-dedans, en fait. Et c'est encore pousser le truc de pour avoir des followers et pour être attirant, il faut ressembler à ça, en fait.
Et je pense qu'il est temps de leur dire que les femmes attendent pas réellement ça. Et bah ouais, mais ouais, parce qu'il y a aussi un truc d'intellectuel dans l'érotisme. Je pense que si les hommes ont représenté la femme comme ça aussi longtemps, elles n'ont pas représenté que des femmes sublimes. Ils ont représenté aussi des femmes, ce qu'on pourrait qualifier imparfaites, mais en fait elles sont imparfaites dans leur perfection aujourd'hui. Mais parce que l'érotisme tenait aussi d'un truc intellectuel, d'un lien spécifique qu'ils entretenaient avec elles, de quelque chose de poétique, d'intellectuel. C'est ça l'érotisme en fait. Et moi je suis vraiment... j'ai beaucoup de peine pour les hommes aujourd'hui parce que ça doit être tellement difficile de se trouver beau quand encore aujourd'hui on voit les comptes Instagram que vous avez montrés avant en fait. Et je pense qu'aujourd'hui on doit leur dire que c'est pas que ça qui est attirant. Et moi je parle pour moi, c'est pas du tout ça qui m'attire. Et l'érotisme c'est pas que le physique, c'est pas que le corps, c'est aussi quelque chose d'intellectuel. Je comprends tout à fait ça et merci vraiment pour cette participation. Je trouve ça vraiment très intéressant. Alors, deux trucs. Déjà, je suis pas sûre que on puisse effectivement séparer le corps de l'esprit, dans la mesure où tout corps va laisser transparaître un vécu, une aspiration à une certaine forme de perfection ou pas, physique. Et effectivement, chaque homme va réussir à trouver sa propre manière de s'érotiser. Alors effectivement, moi, mes styles sont complètement représentatifs de mes préférences personnelles. Et je suis désolée si ça vous convient pas. Mais non, bien sûr, c'est pour ça que je me permettais de montrer qu'il y avait que les femmes, justement, en érotisant le corps des hommes, ont érotisé aussi d'autres corps. Moi, ensuite, ce qui m'intéresse, c'est, et vraiment ce qui m'intéresse philosophiquement, c'est la multiplication des discours. C'est-à-dire que non seulement plein de formes de corps doivent être érotisées, mais aussi la multiplicité de cette forme de corps est une question politique que j'ai abordée avant. Et aussi, évidemment, que cette érotisation graphique s'accompagne d'autres formes d'érotisation qui vont avoir lieu en musique pour les gens qui sont plus sur l'audio, en podcast érotique, en littérature, où là on sait que les femmes vont énormément driver le truc érotique. Ensuite, moi j'ai quand même l'impression que dans une société où on est très intéressé par l'image, où on sait que le cinéma et les séries ont une influence énorme sur nos représentations et notre idée de ce que c'est un corps désirable, et même nos codes érotiques de comment on s'embrasse et comment on fait l'amour, la question du corps de manière purement formelle peut pas complètement être évacuée. Et ensuite, qu'elle soit un objet de débat, c'est super, parce que ce serait horrible que je finisse ma conférence et qu'on soit tous d'accord. Donc merci d'être en désaccord avec moi, parce que là, justement, ça montre qu'il y a de la place pour tous les désirs. Ali Erotisi, une autre question? Oui. Non, j'aimerais juste ajouter quelque chose. En parlant de séries ou de films, généralement, quand tu vois une scène de un couple qui fait l'amour, généralement, en fait, c'est l'homme en fait qui ferme la lumière. Est-ce que ça... En fait, là, je me demande pourquoi. Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que c'est par rapport au corps du mec ou alors au corps de la femme? Je me demande vraiment qu'est-ce que ça peut être. Et il me semble, juste pour répondre à ça, que notamment sur les contenus américains, la définition entre deux catégories d'érotisation qui vont permettre de toucher un public ou pas, c'est le pénis qui fait la différence, d'où le fait qu'on puisse montrer une femme nue et pas un homme nu. Voilà. Les gens n'ont plus de questions parce qu'ils ont trop envie de voir des hommes nus. Enfin, c'est comme ça que je le prends en tout cas. Je ne vois pas d'autres explications. Pas de regret, non? Bon. Ah si, haha, encore une.
Mais juste, je m'interroge sur la fin de Lusted Men, je crois que c'était ça le nom du compte Instagram. Oui, c'est ça. Avec toutes ces dick pics et le fait que les hommes avaient tendance à avoir honte de leur pénis, mais parce qu'il y a aussi cette utilisation du pénis comme aussi une arme. Et que là, justement, le fait qu'il y ait tous ces hommes qui envoyaient des dick pics parce que justement, il y avait une réappropriation de leur érotisme, enfin, pas une réappropriation, mais en tout cas, un autre regard qui était porté sur leur corps par leurs compagnes ou par des compagnes, voilà. Du coup, je trouve ça intéressant de voir ces deux utilisations, ces deux représentations qui s'entrechoquent et qui rentrent dans plein de sujets de société très forts, liés au féminisme, liés à la place des hommes et des femmes, etc. Enfin, bon, voilà. Oui, mais c'est effectivement une vraie question parce que il était assez connu que Lost in Men était tenu par une quinzaine de femmes. Il me semble qu'il y avait 1 ou 2 garçons, mais que du coup, si on voulait être vu, et on sait que c'est quelque chose que les hommes peuvent demander même aux filles qui font des webcams érotiques, c'est regarde-moi. Regarde mon pénis. Alors ensuite, on peut remonter jusqu'à Georges Bataille et jusqu'à l'histoire de l'œil et peut-être même le viol par l'œil. L'idée que si la pupille de l'œil est un trou noir, alors dans ce cas-là, montrer son pénis à une femme de force, c'est pénétrer son œil et c'est une forme de viol. Alors, bien sûr, c'est juste une théorie, mais peut-être qu'elle nous imprègne dans une certaine mesure. Là, il se trouve en tout cas que les femmes qui tenaient Lost in Men en ont eu marre. Et je peux donner ensuite un point de vue peut-être un petit peu différent, qui est que moi, il y a longtemps, j'ai créé un site qui s'appelait Encyclopénis, à une époque où je trouvais que les hommes avaient assez peu d'espace pour parler de leur sexe à eux. Et en fait, c'était assez simple. Alors, c'était vraiment les prémices du web. N'importe quel homme pouvait m'envoyer un témoignage par rapport à la manière dont il avait une relation avec son pénis. Et des fois, ça pouvait être un historique médical, des fois, ça pouvait être la découverte du plaisir, ou alors des complexes. Et les hommes m'envoyaient des assez longs témoignages, et je m'engageais non seulement à les publier sans aucun changement, mais aussi à détruire tous les emails que je recevais au fur et à mesure, pour faire en sorte que ces hommes soient vraiment complètement anonymes. Il y a eu quelques photos, mais pas tant que ça. Et en fait, à un moment, j'ai commencé à recevoir des emails de femmes qui disaient « Mais moi aussi, j'ai une relation avec le pénis, et moi aussi, j'ai envie d'en parler ». Et au début, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis dit, mais bien sûr, pourquoi est-ce que les femmes ne parleraient pas aussi de ce sujet? Et quand j'ai commencé à publier les témoignages de femmes, tous les hommes sont partis. Parce que c'était plus un espace comme ça qui leur était réservé. Et j'ai fini par fermer le site. Et je me dis, est-ce que ce petit retour de karma ne serait pas un petit peu le retour de ce qui s'est passé avec Lost in Men? C'est-à-dire que d'un seul coup, un espace qui s'ouvre... Enfin, c'est terrible, hein, parce qu'on aimerait bien que tous les espaces soient ouverts. Et je me demande si pour l'instant, c'est complètement possible. Mais c'est un peu malheureux. Cette fois, c'est vraiment fini parce que vous voulez vraiment, vraiment voir des corps de nus. Vous en avez assez de me regarder, moi, je comprends. J'ai encore une question, apparemment. Ah Désolé, je prends encore un peu de temps. Non, mais c'est pas grave. Du coup, moi, ma question, c'était... donc, je parle des réseaux sociaux parce que je suis étudiant, donc c'est ce que je connais, entre guillemets. Donc, dans les réseaux sociaux, on voit bien, donc TikTok, Instagram, etc., que, en fait, le corps des femmes, oui, il est représenté comme... il y a énormément d'images sexuelles valorisantes, on va dire, sur le corps des femmes, alors que le corps des hommes, la représentation principale dans les réseaux sociaux, c'est surtout la dick pic, comme vous en avez parlé. Moi, ma question, c'était plutôt, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui s'est développé par les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, ces représentations sur le corps masculin, enfin la dick pic, c'est un caractère assez péjoratif, alors que les images de corps féminins sont plutôt amélioratifs ou positifs. Est-ce que vous pensez que c'est développé pendant les réseaux sociaux ou c'était quelque chose qui était déjà présent avant et les réseaux sociaux ont fait comme un effet de... ça a augmenté exponentiellement ces représentations. Je pense qu'il y a un truc qui vient de loin, qui est une forme d'homophobie intériorisée. C'est-à-dire qu'un homme qui se présente de manière améliorative, justement, au public,
il va immédiatement être accusé de s'aimer un peu trop lui-même. Et s'il s'aime un peu trop lui-même, c'est qu'il aime les hommes, et donc c'est qu'il est gay. Ça, c'est quand même un truc qui pèse encore aujourd'hui très très fort sur les épaules des hommes. Et j'ai l'impression que tout travail d'esthétisation fourni par un homme hétéro le voue immédiatement à une forme de moquerie de la part des autres hommes. Et quand je dis moquerie, c'est dans le meilleur des cas, puisqu'on sait très bien qu'en cas de soupçon d'homosexualité, on peut aller jusqu'à l'agression physique et on peut aller jusqu'à des agressions mortelles. Donc évidemment, j'aurais effectivement dû le préciser, quand je parle d'érotisation du corps masculin, il y a un risque. C'est un travail de pionnier pour les hommes hétéros. C'est un travail risqué, mais du coup, c'est aussi une forme de courage. Et peut-être que dans nos idées de ce que c'est qu'être un homme, un vrai, alors on valorise toujours le courage. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir le courage de se jeter en pâture au regard des autres, parce que c'est dur d'être jugé sur son apparence. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une forme de nouveau défi pour le masculin aujourd'hui ?